Je travaille dans le domaine médical depuis plus de 15 ans. J'ai commencé en 1998 en ville, mais j'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Le bruit, l'agitation, le flot incessant des mêmes problèmes. 1 an plus tard, j'ai déménagé dans un village, puis de plus en plus loin dans la taïga. En 2005, je travaillais dans des endroits où je ne pouvais me rendre qu'en Nuazik. Et encore, pas toujours, au printemps et à l'automne, les routes étaient emportées par les eaux, et je devais attendre des semaines avant qu'elles ne sèchent. C'est là, dans un minuscule village Evenki, perdu au milieu des cèdres, que j'ai rencontré en 2008 un homme qui a changé ma vie à jamais. Le vieux chaman s'appelait Elias. Peu de gens savaient que, dans sa jeunesse, il avait obtenu un diplôme de médecine, mais qu'il avait choisi la voie de ses ancêtres, devenant chaman. En même temps, il n'a jamais renoncé aux connaissances scientifiques. La nature est la même, disait-il. On peut juste la regarder d'une manière différente. Je me souviens de la première fois où je suis allé lui demander conseil. Dans le village, les cas d'empoisonnement se multipliaient. Les gens se plaignaient de faiblesse et de maux de tête. Tous les tests possibles dans nos conditions ne donnaient rien. Elias m'a écouté et a sorti en silence un épais carnet à la couverture de cuir usé. « Ce ne sont pas les champignons et les baies qui empoisonnent les gens, dit-il en me montrant les notes, mais l'eau du ruisseau. Chaque printemps, lorsque la neige fond activement, elle emporte les anciens camps de chasse en amont. Les boîtes de conserve, la poudre à canon, le carburant diesel, tout se retrouve dans l'eau. Il avait raison. Et ce n'est pas tout. Chacun de ses conseils, chacune de ses observations avait une base scientifique solide, il les expliquait simplement à sa manière, à travers les lois de la taïga et les connaissances ancestrales de son peuple. Peu à peu, j'ai commencé à lui rendre visite de plus en plus souvent, pour apprendre, pour écouter. Et il semblait n'attendre que cela. « Vous êtes un bon médecin, me dit-il, mais vous ne ressentez pas l'âme de la taïga, et vous ne pouvez pas vous en passer ici. » Toute la journée, nous nous sommes promenés dans la forêt, et il m'a appris à lire les traces, à distinguer les voix des oiseaux, à trouver des herbes médicinales. Il m'a expliqué comment déterminer le temps qu'il fera les jours suivants par des signes subtils, comment comprendre quand un animal est malade et quand il est simplement effrayé. Je n'ai pas remarqué que ces leçons sont devenues l'activité principale de ma vie. Je n'ai pas cessé de soigner les gens, mais je me surprenais de plus en plus souvent à penser que la taïga m'intéressait plus que la médecine. Et puis, en décembre 2010, la chose que je craignais le plus est arrivée. Elias est tombé gravement malade. 1 semaine avant sa mort, il m'a dit « Mon heure est venue, mais je suis tranquille. Tu vas continuer. » Et il m'a tendu ce même carnet relié en cuir. Son testament était étrange. « Va dans une réserve naturelle, là où les rochers chantent. Les lieux eux-mêmes te trouveront. » Sur le moment, je n'ai pas compris le sens de ces mots. Il s'est avéré qu'il conseillait la direction de la réserve de Sibérie centrale sur la flore locale depuis de nombreuses années. Le directeur de la réserve lui-même m'a retrouvé après sa mort. « Nous avons besoin de gardes-chasse qui comprennent la taïga », m'a-t-il dit à l'époque. Elias m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous saviez lire les traces aussi bien que les chasseurs locaux, que vous connaissiez les habitudes des animaux. Et surtout, tu as le sens de la forêt. De telles personnes sont rares, surtout avec un diplôme de médecine. Bien sûr, j'ai dû suivre une formation, passer des examens, obtenir tous les documents nécessaires. En février 2011, j'ai effectué ma première mission. Et ce n'est que maintenant, après 5 ans de travail dans la réserve, que je commence à comprendre que le vieux chaman savait déjà comment mon destin allait se dérouler. Au printemps 2016, j'étais presque habitué à ma nouvelle vie. 5 ans dans la réserve, ce n'est pas rien. Le vieux garde-chasse Harrison Blake ne m'appelait plus « docteur », et les habitants me considéraient depuis longtemps comme l'un des leurs. Le travail n'était pas facile, mais c'était exactement ce que je voulais, rien que vous, la taïga et ses habitants. Le système de pièges photographiques m'a aidé à surveiller le territoire, et j'étais sur le point de préparer mon rapport trimestriel lorsque j'ai remarqué les premières bizarreries. Le premier piège caméra a commencé à mal fonctionner au début du mois de mars. D'habitude, la caméra enregistre tout, les élans au point d'eau, les ours après l'hibernation et même les euruscas qui s'agitent sur le sentier. Mais depuis le 3 mars, des images étranges ont commencé à apparaître, vides, comme si quelqu'un avait tourné l'objectif de côté. J'ai d'abord pensé que c'était le vent ou un ours curieux, mais l'appareil photo était intact et les supports n'étaient pas endommagés. J'ai vérifié la carte mémoire et plusieurs heures d'images avaient disparu, comme si quelqu'un les avait effacées volontairement.
Une semaine plus tard, la même chose s'est produite avec la deuxième caméra à 3 km de la première, puis la troisième. J'ai commencé à examiner de plus près les sites d'installation. Sur le sol humide du printemps, près de la deuxième caméra, j'ai remarqué des empreintes de pas à peine discernables, des empreintes humaines. Il ne s'agissait pas de bottes de chasse, ni de bas en caoutchouc de la population locale, mais de quelque chose comme des chaussures de randonnée modernes. La taille est petite, il s'agit manifestement de chaussures de ville. Ce qui est remarquable, c'est que les empreintes se trouvaient uniquement dans la zone morte de l'appareil photo, là où l'objectif n'est pas parvenu. À la mi-mars, 6 caméras de mon secteur sont devenues périodiquement aveugles. J'ai sorti la carte, étalé toutes les photos sur la table, y compris les cadres vides. Les dates, il y avait là quelque chose d'alarmant. J'ai ouvert le journal d'inspection des pièges et j'ai réalisé. Les caméras étaient hors service 2 ou 3 jours avant l'inspection prévue et elles étaient revenues à la vie un jour après ma visite. Quelqu'un connaissait le programme. J'ai perdu la nuit et le matin, je suis retourné voir les caméras. Je savais maintenant ce qu'il fallait chercher. Sur chacune d'entre elles, j'ai examiné non seulement les supports, mais aussi les arbres les plus proches. Sur 3 d'entre eux, j'ai trouvé des rayures à peine visibles dans l'écorce, à hauteur d'homme. Quelqu'un avait-il marqué des angles morts ? J'ai fait quelques cercles autour de chaque cellule en observant le sol. La mousse était dérangée ici, l'herbe de l'année dernière était froissée là. J'ai dessiné les secteurs de vision de toutes les caméras sur la carte, marqué les traces que j'avais remarquées. Peu à peu, un couloir s'est dessiné, étroit, 5 mètres peut-être, mais suffisant pour cacher quoi que ce soit aux yeux de la réserve. Chez moi, j'ai cartographié les heures de déclenchement des caméras. Elles se déclenchaient dans la même séquence, à quelques heures d'intervalle. C'est comme si quelqu'un se déplaçait dans ce couloir en aveuglant systématiquement les caméras sur son passage. Puis, au bout d'un jour ou deux, elles revenaient, rétablissant sa position. Il était temps d'agir. J'ai acheté 3 nouvelles caméras en ville, compactes, avec un angle de vue plus large. Je les ai camouflées plus soigneusement que d'habitude, non pas sur les troncs, mais dans les couronnes denses des jeunes épicéas. Les points n'ont pas été choisis au hasard. Si mon itinéraire était correct, il devait couvrir des zones où les intrus n'attendaient pas d'être surveillés. Le calcul s'est avéré exact. Plus tard, en revoyant les images, je me suis arrêté. L'une des photos, prise dans le crépuscule avant l'aube, montrait clairement un groupe de personnes. 3 d'entre elles, chacune portant un sac à dos volumineux dans le dos. Ils suivaient le sentier, se baissant, sachant manifestement où se trouvaient les pièges photographiques. L'équipement était semi-professionnel, gilet de déchargement, veste légère en Gore-Tex, les mêmes chaussures de trekking. Le lendemain, j'ai suivi leurs traces. La piste était presque illisible. Ils marchaient prudemment, piste après piste, sur les parties les plus dures du terrain. Mais j'ai trouvé quelque chose. À quelques kilomètres de l'appareil photo, dans un épais sous-bois, j'ai trouvé leur campement. Pas de feu de camp, pas de traces évidentes d'un campement, seulement de la mousse et des empreintes de pas à peine visibles. Mais ils avaient laissé quelque chose derrière eux, un bout d'emballage de téléphone satellite et un sac vide d'aliments spéciaux pour la montagne. Ces produits sont utilisés par les alpinistes industriels et les sauveteurs professionnels. Pour les braconniers ordinaires, c'est trop cher et trop professionnel. Il gravit une petite colline et regarde autour de lui. À partir d'ici, leur itinéraire est au plus clair. Ils se dirigent vers un vieux refuge d'hiver situé sur la rive de la Podkamennaya Tunguska. L'endroit est isolé, les touristes ne s'y promènent pas, les chasseurs locaux l'évitent également et il est trop éloigné des terres, c'était l'endroit idéal pour un poste d'étape. À la mi-avril, j'ai envoyé un rapport détaillé au ministère de l'Intérieur. Une semaine plus tard, j'ai été convoqué à Krasnoïarsk. Dans le bureau d'un enquêteur de la brigade des stupéfiants, j'ai vu mes photos, classées par date. « Vous avez fait du bon travail, James Harris », m'a dit le major en me remettant un dossier de documents. Les photos montraient plus que des empreintes de pas, tout un système, des cachettes, des camps temporaires, une halte maritime camouflée. Les criminels utilisaient la réserve comme base de départ pour le trafic de drogue. L'opération a eu lieu à la fin du mois d'avril, mais pas dans la réserve. Ils ont été arrêtés à la sortie, à l'embarcadère d'un petit village. Ils disent avoir saisi plus de 100 kg de drogue synthétique. Dans la réserve, ils ont trouvé 2 cachettes et les restes d'un camp. Au bout d'un mois, j'ai appris qu'un des employés de la réserve avait démissionné de son propre chef et était parti pour une destination inconnue. Apparemment, c'est lui qui connaissait le calendrier de vérification des pièges photographiques. Plus tard, en feuilletant le vieux carnet d'Elias,
je suis tombé sur une inscription étrange. « Les ombres vont et viennent, mais la taïga se souvient de tout », écrit-il. Quand on entend la voix des pierres, on sait que c'est le moment. À l'époque, ces mots m'ont semblé être une nouvelle énigme du vieux chaman. Je ne savais pas que, très bientôt, ils prendraient une toute autre signification, et que certains des secrets de la réserve se révéleraient bien plus surprenants que les histoires de braconniers et de trafiquants de drogue. La fin du mois de mai 2016 a été étonnamment chaude. La neige avait fondu plus tôt que d'habitude dans la taïga, exposant des corniches rocheuses sur les pentes côtières. Harrison Blake, un vieux garde-chasse, est passé faire sa ronde régulière un jour comme celui-ci. Le soleil brûlait les roches grises à tel point qu'on ne pouvait pas les toucher. La conversation autour d'un thé a commencé comme d'habitude, avec des nouvelles du site, des traces d'inondations printanières et les premières marques d'ours sur les arbres. Lorsque j'ai posé des questions sur les piliers de pierre dans le secteur Est, Harrison a réagi avec son scepticisme habituel. Il travaillait dans la réserve depuis 30 ans et avait vu beaucoup de choses inexpliquées qui s'expliquaient ensuite par les raisons les plus courantes. Des pourritures incandescentes, des traces de pas étranges dans la neige, des sons mystérieux, tout cela avait des explications simples. Mais lorsque je lui ai parlé du chant provenant des rochers, il est devenu sérieux. Il s'est avéré qu'il entendait lui-même ces sons depuis 3 semaines, de longs gémissements comme une mélodie calme. Surtout le matin, lorsque la rivière était froide. Il a mis cela sur le compte de l'âge, de la fatigue, du vent dans les crevasses. J'ai même essayé de trouver un leurre ou une boîte métallique qui pourrait résonner. Mais en vain. J'ai sorti le carnet d'Elias. Harrison a fait la grimace. Il n'aimait pas tous ces trucs chamaniques. Mais lorsque je lui ai montré les notes décrivant les sons et les croquis des rochers, son incrédulité a fait place à l'intérêt. Le chaman a décrit ce phénomène en détail. Lorsque le printemps arrive plus tôt que d'habitude, les rochers se mettent à chanter. Ce n'est pas tous les ans, ni tous les jours, mais seulement lorsque le soleil se trouve dans une certaine position. Les notes comprenaient même des diagrammes de l'emplacement des rochers et des indications sur la direction du vent. Le lendemain matin, nous sommes partis pour les rochers, équipés comme pour une véritable expédition. Thermomètre, boussole, anémomètre pour mesurer la force du vent, carte avec les notes d'Elias, carnet de notes. Harrison Blake s'est plaint pendant tout le trajet de s'être réveillé trop tôt, mais il n'a pas discuté. Le carnet indiquait clairement l'heure des sons. Les piliers de pierre nous accueillent dans un silence majestueux. D'une hauteur de 15 à 20 mètres, ils se dressaient en groupes denses, comme des forêts pétrifiées ou des colonnes antiques. Tandis que je vérifie mes notes dans mon carnet, Harrison fait ce qu'il sait faire de mieux, un examen méthodique. Il tapote les pierres, mesure les distances entre elles, vérifie la direction des fissures. Le premier son est apparu alors que le soleil commençait à peine à s'élever au-dessus de l'horizon. Un son long et vibrant qui semblait provenir des profondeurs de la pierre et s'élever vers le haut. Harrison, qui examinait l'une des fissures, faillit laisser tomber sa lanterne sous l'effet de la surprise. Mais il se ressaisit aussitôt et commença à examiner l'endroit d'où semblait provenir le son. C'est sa méticulosité qui fait la première découverte. À l'endroit où le son était le plus distinct, la roche était criblée de petits trous, comme des trous d'abeilles. Certains presque imperceptibles, d'autres de la taille d'un crayon, ils s'enfonçaient dans la roche selon des angles différents. Nous avons également remarqué que l'intensité du son changeait à chaque coup de vent provenant de la rivière. À la mi-juin, nous avions dressé une carte détaillée de tous les canaux et vides. Sur le papier, cela ressemblait à un système de tuyaux enchevêtrés. Quelque part, ils remontaient à la surface. Quelque part, ils se connectaient à l'intérieur de la roche, formant des sortes de résonateurs. Elias a trouvé des diagrammes similaires dans son carnet de notes. Il a comparé ces roches à une flûte géante et a même noté quel trou produisait le son le plus fort. Les observations de température ont finalement permis de clarifier la situation. Nous avons installé plusieurs thermomètres à différentes hauteurs et avons remarqué un schéma clair. Pendant la journée, le soleil chauffe la surface sombre des rochers jusqu'à 40 degrés, tandis que la nuit, la température tombe presque à zéro. En raison de cette différence, de puissants courants d'air sont apparus à l'intérieur de la roche. Passant par un système de canaux naturels, ils créaient ces sons mystérieux. Et lorsque le vent soufflait de la rivière sous un certain angle, l'effet était amplifié plusieurs fois. Ce qu'Elias a poétiquement appelé la respiration de la roche s'est avéré être un phénomène naturel complexe mais compréhensible.
Harrison a même eu l'idée d'écrire un article à ce sujet dans une revue scientifique. Je revenais sans cesse aux autres entrées du carnet du chaman. Même les plus énigmatiques d'entre elles semblaient en cacher de véritables phénomènes naturels. Au début du mois de juillet, la chaleur s'est calmée et les piliers de pierre se sont tus. Mais l'une des dernières notes d'Elias m'a tenu en haleine. Quand les pierres se taisent, écoutez la bête. Elle sait ce que les hommes ont oublié. Je ne savais pas encore que ces mots seraient la clé d'un mystère bien plus inquiétant. Les premiers signes d'alerte sont apparus à la mi-juillet 2016. Les élans qui se nourrissent habituellement dans les prairies inondables près de la rivière ont soudainement changé d'itinéraire. Les chevreuils évitaient également leur lieu de prédilection. Même les sangliers, qui sont rarement effrayés par quoi que ce soit, ont quitté les riches champs de baies de la plaine. C'était comme si les animaux évitaient une frontière invisible. Harrison Blake est le premier à repérer des traces d'ours. Grandes, profondément enfoncées dans le sol meuble, elles s'étendaient le long des vieilles armoises. Mais elles ont quelque chose d'inhabituel. L'animal boite. La patte arrière droite a laissé une marque plus profonde, comme si l'ours avait transféré la majeure partie de son poids sur cette patte. Les vieux chasseurs disent qu'un ours blessé est l'animal le plus dangereux de la taïga, surtout si la blessure l'empêche de trouver sa nourriture habituelle. Une semaine plus tard, un chasseur d'une propriété voisine a signalé un rucher en ruine. D'habitude, les ours se contentent de renverser les ruches, mais celui-ci a agi différemment. Il a méthodiquement, presque soigneusement, enlevé les couvercles, comme s'il en connaissait la structure. L'apiculteur a remarqué l'animal de loin. Il s'agissait d'un grand mâle aux cheveux gris qui tombait visiblement sur sa patte arrière. Mais le plus important, c'est qu'il ne s'est pas enfui lorsque l'homme a commencé à crier et à frapper sur le tonneau en métal. Il a simplement regardé dans sa direction et a continué à vaquer à ses occupations. Au début du mois d'août, la situation s'est aggravée. Un groupe de géologues travaillait dans la réserve et campait près du ruisseau. Pendant la nuit, un ours s'est approché directement de leur campement. Ignorant les cris et les fusées éclairantes, il a méthodiquement détruit la tente contenant les provisions. L'un des géologues a tenté de repousser la bête et a reçu un violent coup de patte. Heureusement, il a réussi à rebondir et s'en est sorti avec de profondes égratignures à l'épaule. Le matin, j'ai examiné les lieux. Les traces m'en disaient long. L'ours s'était approché du camp non pas du côté de la forêt, mais le long du lit du ruisseau, où il était plus difficile à repérer. Les empreintes des pattes arrière étaient encore plus profondes. Le traumatisme avait manifestement progressé. Sur l'herbe froissée, il y avait par endroits des poils, gris par endroits avec une teinte jaunâtre caractéristique des animaux malades. D'autres traces ont été trouvées. Le long du ruisseau, sur l'argile humide, il y avait des empreintes d'animaux, celles de chevreuils, de sangliers, d'élans. Tous avaient évité l'endroit, comme s'ils avaient senti un danger. Dans le carnet d'Elias, j'ai trouvé une note à ce sujet. Un ours en bonne santé fait partie de la taïga. Exampa son consilas, un ours malade est comme une écharde. Tous les êtres vivants le sentent et l'évitent. À la mi-août, l'ours a commencé à apparaître de plus en plus souvent aux yeux des gens. Près des camps de touristes, près des cabanes forestières, et même aux abords du village le plus proche. Il n'attaquait pas mais ne partait pas, quand on essayait de l'effrayer. Il y avait dans son comportement une sorte de persistance condamnée, comme s'il savait que le froid allait bientôt arriver, et qu'avec une telle blessure, il ne survivrait pas à l'hiver. Pendant longtemps, je n'ai pas osé ouvrir certaines pages du carnet du chaman. Mais un soir, après un nouveau signalement d'ours, je les ai trouvés. « La mort en boitant n'est pas sans raison », écrit Elias. « Si un animal cherche à rencontrer des gens, c'est qu'il est fatigué. Il faut l'aider à partir. » Le 20 août, une commission spéciale est venue nous voir. Pendant que les biologistes et les vétérinaires examinaient les traces et recueillaient des données, je relisais les notes du carnet du chaman. Elias avait laissé des descriptions détaillées de cas similaires. Les ours traumatisés qui ne pouvaient pas se nourrir venaient souvent vers les gens. Pas par agressivité, mais par désespoir. La commission s'est réunie pendant 3 jours. J'ai écouté les rapports des experts, regardé les photos des traces, étudié les mouvements de l'animal. La blessure était grave, ligaments déchirés, inflammation, voire infection de l'os. Chaque jour, l'ours perdait des forces. Il ne pouvait pas chasser, il ne pouvait pas marcher loin. Il était à 2 mois de l'hibernation, mais avec une telle blessure, il n'aurait tout simplement pas emmagasiné assez de graisse. En moi, le médecin et le garde-chasse luttaient.
Le médecin cherchait des moyens de l'aider, examinait les possibilités de traitement. Mais le garde-chasse avait compris qu'il n'y avait pas d'hôpital dans la nature. Essayer d'attraper et de soigner un ours adulte blessé ne ferait que prolonger son agonie. De plus, il devient de plus en plus imprévisible. La prochaine fois, quelqu'un pourrait être gravement blessé. Harrison, qui connaissait l'ours depuis de nombreuses années, se sentait mal à l'aise face à ce qui se passait. Mais même lui se rend compte que la bête n'est plus la même. La détermination dangereuse d'un prédateur acculé se lit dans ses yeux. « Mieux vaut cela que de souffrir », a-t-il dit un soir, et j'ai compris que la décision avait été prise. La décision n'a pas été facile à prendre. Harrison, qui connaissait l'ours depuis des années, a insisté pour l'abattre. « Mieux vaut cela que de souffrir », a-t-il dit. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'Elias avait dit. Peut-être que le vieux chaman savait vraiment quelque chose. C'est peut-être pour cela qu'il avait laissé cette note, pour que je sache quoi faire le moment venu. Dans les derniers jours du mois d'août, l'ours a été retrouvé et abattu. C'était un travail propre et professionnel. L'animal ne souffrait pas. Après examen de la carcasse, les vétérinaires ont confirmé le diagnostic initial. Traumatisme grave à la patte arrière, ancien, avec inflammation importante. De telles blessures ne guérissent pas d'elles-mêmes. Plus tard, j'ai demandé au vieux chasseur s'il avait vu beaucoup de cas comme celui-ci. « Il y a des choses qui arrivent », a-t-il répondu. « Mais qu'un ours vienne si près des gens, sans avoir peur du bruit et du feu, c'est un cas particulier. D'habitude, ils évitent les humains jusqu'au bout. » Celui-ci semblait savoir qu'il ne pouvait pas faire cavalier seul. Cet automne-là, les élans et les chevreuils sont revenus dans la réserve. Les sangliers grognent à nouveau dans les bocages, les oiseaux chantent comme avant. La taïga reprit peu à peu son rythme normal. Mais j'ai longtemps réfléchi à ce qui s'était passé. Il y avait encore beaucoup de pages non lues dans le carnet d'Elias. « Le temps viendra », écrivait-il, « et tu comprendras que rien dans la taïga n'est accidentel. Chaque rencontre est un signe. Il suffit de savoir les lire. » L'automne 2016 a été exceptionnellement calme. Après l'histoire de l'ours, c'était comme si quelque chose avait changé dans le sanctuaire. Même la mine perpétuellement renfrognée d'Harrison me faisait remarquer que les animaux étaient plus calmes, plus confiants. Je retournais de plus en plus souvent au carnet d'Elias, relisant les notes qui m'avaient semblé n'être que de belles phrases du chaman. Au début du mois d'octobre, alors que j'analysais les anciennes notes, j'ai commencé à remarquer une étrange tendance. Tous les événements de cette année, l'histoire avec les trafiquants de drogue, les pierres chantantes, l'ours, avaient été prédits d'une manière ou d'une autre dans le carnet. Les ombres viendront par des chemins secrets, écrit-il à propos du premier événement. Les pierres parleront avant l'heure, écrit-il à propos de la seconde. Une mort boiteuse troublera la paix, à propos de la troisième. Mais il ne s'agissait pas de prédiction. Elias ne m'a pas laissé de prophétie, mais un guide d'action. Chaque entrée contenait non seulement une description des événements, mais aussi des conseils sur la manière d'y faire face. Dans l'histoire des trafiquants de drogue, sa description des anciennes pistes m'a aidé. Dans le cas des pierres chantantes, des notes sur les vents et les températures. Et dans le cas de l'ours, une compréhension du moment où la nature a besoin d'aide pour terminer ce qu'elle a commencé. Un soir, j'ai trouvé un morceau de papier plié en 4 dans mon carnet. Il y avait dessus, à l'encre délavée, une carte de la réserve, grossière, schématique, mais avec des notes étonnamment précises. D'anciens sentiers, des lieux de pouvoir, des signes particuliers de la région, et surtout des dates. En face de chaque lieu important, il y avait des jours et des mois précis où il se passerait quelque chose. J'ai vérifié les dates. Tout concordait. Les trafiquants de drogue étaient apparus au moment où Elias avait écrit que les anciens chemins s'ouvraient aux étrangers. Les pierres y ont commencé à chanter les jours marqués sur la carte par un signe spécial. Même l'histoire de l'ours s'est produite au moment prévu, quand la taïga libère les malades. À la mi-octobre, je suis monté sur l'une des plateformes d'observation, un endroit où, selon les mots d'Elias, on peut voir toute la vérité d'un seul coup. En bas, la réserve, le vert foncé des cèdres, le jaune des mélèzes, les falaises grises au bord de la rivière. C'était comme d'habitude, mais maintenant je voyais les choses différemment. Chaque sentier, chaque creux, chaque ruisseau, tout avait sa propre signification, sa propre histoire, son propre rôle. Là, au sommet, j'ai enfin compris ce que le vieux chaman essayait de me dire. Il ne prédisait pas l'avenir, il lisait le présent. Il savait qu'à certaines périodes de l'année, les anciens chemins deviennent plus visibles et attirent l'attention.
que dans des conditions météorologiques particulières, les roches poreuses commencent à résonner, que les animaux blessés tendent la main aux hommes à l'automne. Tout son mysticisme était basé sur une profonde compréhension de la nature. Dans les derniers jours d'octobre, j'ai trouvé un autre texte, le plus court. Lorsque vous comprendrez le langage de la taïga, elle vous révélera ses secrets. Mais n'oubliez pas que chaque indice apporte un nouveau mystère. Sur la page suivante, j'ai pu lire des notes sur les orages et les roches incandescentes. J'ai souri. Il semblait qu'Elias avait d'autres histoires en réserve pour moi. Et maintenant, j'étais prêt à les recevoir. Ce soir-là, Harrison appela. Les chasseurs locaux avaient vu quelque chose d'inhabituel dans un ruisseau éloigné. Celui-là même qui avait été marqué sur la carte d'Elias. Quelque chose qui faisait que même les chasseurs les plus aguerris évitèrent l'endroit. J'ai sorti mon carnet, j'ai trouvé la page que je cherchais. Quand l'automne rencontre l'hiver, un feu ancien s'éveille dans les creux, ai-je lu dans l'écriture familière. On aurait dit qu'une nouvelle histoire avait déjà commencé. L'hiver 2016 a recouvert la réserve d'un manteau de neige duveteux. Je suis assis dans ma cabane, la cuisinière est allumée, le bois crépite. Sur la table, un carnet de cuir usé, une carte avec des notes mystérieuses et mon propre journal où je note maintenant mes observations. J'ai beaucoup appris sur la réserve, sur ses mystères, sur moi-même. Elias avait raison. La taïga parle à ceux qui sont prêts à l'écouter. Non pas avec des signes mystiques ou des présages mystérieux, mais dans le langage des traces et des présages, des habitudes météorologiques et animales, des chemins anciens et des champs de pierre. Il suffit d'apprendre à comprendre ce langage. Parfois, Harrison me rend visite. Nous buvons du thé et parlons de la réserve. Il ne fronce plus les sourcils lorsque je sors le carnet du chaman. Au contraire, il demande à voir certains enregistrements. De nombreuses observations du vieil homme sont très précises. La science est la science, dit-il maintenant, mais des siècles d'expérience valent aussi quelque chose. Hier, les premières chutes de neige importantes sont tombées. J'ai fait ma tournée et je me suis soudain surpris à penser que je ne pouvais pas imaginer une autre vie. Ici, dans la réserve, chaque jour apporte quelque chose de nouveau. Chaque sentier peut mener à une découverte. Chaque sentier peut raconter une histoire. Et le carnet d'Elias recèle encore bien des mystères. Mais je sais maintenant que les indices viendront en leur temps. L'essentiel est d'être attentif et de se rappeler que dans la taïga, rien n'est accidentel. Tout a son temps, son sens, sa place. Qu'en pensez-vous? Qu'en était-il vraiment? De simples coïncidences? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus derrière tout cela? Peut-être existe-t-il des connaissances que la science moderne ne peut pas encore expliquer? Et l'histoire de l'ours? Beaucoup de gens pensent qu'il aurait pu être sauvé, que les gardes-chasse ont choisi la solution la plus facile. Mais qu'en pensez-vous? Avait-il le droit moral de décider de son sort? Et d'une manière générale, un homme doit-il interférer avec les lois de la nature, même s'il est guidé par de bonnes intentions? Vous savez, on dit que chaque réserve naturelle a ses histoires inexplicables. Avez-vous déjà rencontré quelque chose qui défie toute explication logique? Racontez-nous dans les commentaires, discutons-en ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres histoires intéressantes sur la taïga sont à venir, et certaines d'entre elles pourraient s'avérer bien plus mystérieuses. À bientôt dans la belle et rude taïga.